Je le crois, elle attendait les victimes. C'est ce que nous attendons. Nous lui donnerons la première partie de ceci. S'il y a un autre mineur que Jamari Lawhorn, peut-être pas la photo de votre visage. Personne d'autre ne doit rejoindre votre table, c'est bien cela. Si vous avez des téléphones portables, veuillez vous assurer qu'ils offrent un téléphone portable. All rise, please. Circuit Court is now. I will call down the presiding. Veuillez vous asseoir. Bonjour, Votre Honneur. Nous sommes ici aujourd'hui. Dans l'affaire de Jamarion Lawhorn, sont présents aujourd'hui dans la salle d'audience avec Jamarion, sa mère, Anita Lawhorn, son avocat, Charles Bucalu, son tuteur, Ad Lightem, Judith Reskovich, la procureure Vicky Seidel. Sont également présents aujourd'hui les parents de la victime dans cette affaire, Jared et Daniel Berkerk, ainsi que son frère, Cameron Berkerk. Merci beaucoup, Monsieur Corey. C'est le moment et l'endroit pour la décision et la condamnation dans cette affaire. Je crois que c'était... Au moins la quatrième de 2015 Jamari Lawhorn a été reconnue coupable par un jury. Ou d'abord pour faire référence
à l'évêque ou à la règle applicable à une audience de détermination ou de disposition de la peine. Dans une affaire désignée comme celle-ci, cela signifie qu'un mineur a été désigné pour être jugé comme un adulte. Comme Jamarion dans cette affaire, c'est dans la règle 3955A du tribunal de mission. Cette règle de tribunal énumère plusieurs facteurs, 6 pour être précis, que le tribunal doit prendre en compte afin de déterminer quelle serait la décision ou la peine appropriée dans cette affaire. Je vais épargner à tout le monde la lecture de chaque facteur, car nous allons en parler en détail et tout est exposé dans la règle du tribunal. La loi exige que le tribunal considère 6 facteurs pour déterminer la décision ou la peine appropriée. Le tribunal doit privilégier 2 facteurs, la gravité de l'infraction et le casier judiciaire du mineur. Selon la règle du tribunal, il existe une présomption qu'une décision pour mineur doit être rendue, à moins que le procureur ne démontre par la prépondérance de la preuve. C'est-à-dire qu'il est plus probable qu'improbable, sur la base des 6 critères, qu'il serait dans l'intérêt du public de condamner le mineur comme un adulte. J'ai reçu un rapport des 2 parties dans cette affaire. Je souhaite maintenant que chaque partie présente ses arguments sur l'applicabilité des facteurs, etc. Décide, je commence avec vous au nom du tribunal. Merci, Votre Honneur. Notre position. Nous demandons une peine adulte avec application différée, soit une ordonnance de détention, une peine mixte. Dans cette affaire, nous pensons fermement qu'une mesure pour mineurs dans ce cas ne répondrait pas aux critères que le tribunal doit considérer. Et, deuxièmement, cela empêcherait le tribunal d'avoir recours à un certain nombre d'options dont vous disposez pour les prochaines années, pendant que vous déterminez si l'accusé peut être réhabilité dans cette affaire. Donc, c'est notre principe de base à ce sujet. Votre Honneur, avec tout le respect que je vous dois, je vais brièvement expliquer pourquoi nous avons cette position. Le tribunal doit d'abord considérer la gravité de l'infraction. Rien n'est plus grave que ce qui s'est passé ici, Votre Honneur. Prenez en compte les circonstances aggravantes. Selon l'Office de la voirie, l'usage d'une arme comme un couteau impliquant une coupure est un facteur aggravant, donc c'est le cas ici. En plus, Votre Honneur, selon l'Office de la voirie, 4, c'est-à-dire les variables d'infraction. Pour clarifier, s'agit-il de l'effet psychologique que cela a sur les victimes ou sur la famille de la victime? Et évidemment, nous avons eu des témoignages. Vous avez vu le frère dans cette affaire clairement affecté, ainsi que ses parents, bien sûr, par cette situation. Nous soutenons donc que ce facteur penche complètement en faveur d'une peine pour adultes, ou d'une peine mixte, dans ce cas, Votre Honneur. La deuxième chose que vous examinez, c'est dans quelle mesure cela a été planifié. Notre position est que cela a été planifié. Le témoignage montrait qu'il avait prévu pendant 1 an de tuer quelqu'un et l'a fait. Et il a pris un couteau, il est allé jusqu'à un parc, il a rencontré l'enfant en chemin, il a caché le couteau, il a enlevé sa chemise. Tous ces éléments montrent à quel point cette affaire était préméditée de sa part et nous soumettrions également ce facteur en vertu de l'OFDIX. Il a choisi une victime vulnérable, il a choisi un jeune enfant et il a aussi choisi cet enfant au moment où il était dans la position la plus vulnérable. Venant tout juste de descendre en arrière, un peu avec son dos tourné vers celui de l'accusé et accroupi, c'est à ce moment-là qu'il a été poignardé. Le troisième facteur d'honneur, je dirais qu'il concerne un peu cela. Eh bien, il n'a aucune condamnation. Il avait eu des contacts limités avec la police. Cependant, il a commis d'autres actes criminels. Nous savons, en fait, grâce au témoignage de plusieurs personnes, qu'il a allumé des incendies à au moins 2 ou 3 reprises. C'est de l'incendie criminel. Nous savons qu'ils ont commis une fraude dans le commerce de détail. Nous savons aussi que, parfois, il torturait des souris, ce qui montre également qu'il a torturé des animaux. Et aussi qu'il a signé le nom de ses parents sur un document, donc je dirais que cela compte aussi dans ce facteur déterminant. Le manque de suivi psychologique et sa réaction à cela sont des facteurs importants. Malheureusement, il n'en a pas eu, ce qui pourrait avoir un impact négatif. Votre Honneur, les principaux éléments à considérer ici sont les facteurs 5 et 6, c'est-à-dire l'adéquation de la sanction dans le système pour mineurs et les autres options disponibles.
votre honneur. Honnêtement, nous ne savons tout simplement pas à l'heure actuelle si oui ou non. Si nous attendons, il a 13 ans actuellement, si nous attendons 8 ans jusqu'à ses 21 ans, est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas, on ne sait tout simplement pas pour l'instant, et ça ne le sera peut-être pas. Il a commis un meurtre à l'âge de 12 ans. Il va falloir énormément de choses pour qu'il soit réhabilité, si jamais c'est possible. Et donc, selon nous, le système pour mineurs seul, sans pression extérieure, est insuffisant pour gérer cette affaire. Et je ne dis pas qu'à un moment donné, on ne finit pas par dire « d'accord, tu es libéré sans aller en prison ». Mais cette option doit exister au cas où sa conduite à l'avenir montrerait clairement qu'il n'est pas réhabilitable. Votre honneur, pour ces raisons, nous soutenons donc que les facteurs dans cette affaire penchent en faveur de cela, votre honneur. Devriez-vous, comme je l'ai déjà dit, choisir une option pour mineur dans ce cas? Il pourrait être libéré dans le public à l'âge de 21 ans et peut-être qu'en fonction des faits de cette affaire et des circonstances telles qu'elles existeront plus tard. Ce n'est tout simplement pas une bonne idée, mais vous ne seriez pas en mesure de protéger la société contre l'accusé dans cette affaire. En s'opposant à une procédure pour adultes et en la retardant, vous gardez clairement des options pour l'avenir dans cette affaire. C'est leur demande, votre honneur. Voulez-vous qu'on ajoute sur la condamnation? À moins que vous n'ayez d'autres questions à me poser à ce sujet. Comme vous le savez, mademoiselle Eslider, les parties ont demandé au tribunal une peine de prison à perpétuité sans libération conditionnelle. C'est exact. Je comprends que la position de votre bureau est que vous déposez la requête, mais que vous demandez également au tribunal de la tenir en suspens. Est-ce exact? C'est exact, votre honneur. Même dans ce cas, je crois en la requête. Nous avons indiqué que nous savons que nous ne demandons même pas que cette requête soit entendue ou qu'un avis soit donné pendant des années. Il se peut qu'elle ne soit jamais entendue. Je pense qu'à ce stade, rien ne devrait nous empêcher d'agir. La loi exigeait un dépôt sous 21 jours après la condamnation, ce que nous avons fait. Nous n'avons pas l'intention de nous présenter devant vous aujourd'hui en disant que nous voulons la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Encore une fois, cependant, pour les mêmes raisons. Je souhaite que toutes les options de condamnation restent possibles. Notre bureau pourrait un jour demander la réclusion à perpétuité sans libération conditionnelle. Votre honneur, souhaitez-vous cela aussi? Vous avez demandé un mémoire sur la date fixée. Puis-je aborder ce point? Merci, votre honneur. Nous soutenons que vous n'êtes pas tenu de décider maintenant d'une peine pour adultes, mais pouvez la reporter. Vous n'êtes pas tenu de préciser une durée pour votre intervention dans cette affaire. La loi le prévoit et nous vous avons donné quelques références. Oui, ce n'est pas le cas. Je peux? Cependant, je peux dire que tel que cela m'a été écrit, cela indique clairement que c'est une situation que vous prenez en considération. Si vous devez condamner quelqu'un plus tard, vous pouvez prendre en compte un certain nombre de facteurs au moment de prononcer la sentence, votre honneur. En fait, ce qui est assez intéressant dans ce cas particulier, c'est que, comme l'a récemment précisé la Cour d'appel, la question de savoir si vous obtenez la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle est une question que le jury doit trancher. En effet. Donc, nous sommes ici devant vous en ce moment avec ce que je considère comme 3 grandes options, enfin 4 je suppose, mais 3 options en ce qui concerne ce qui pourrait être fait dans cette affaire. C'est pourquoi je pense que vous n'êtes pas obligé de fixer une durée précise aujourd'hui ou plus tard. Sinon, comme je l'ai dit, vous vous priverez de toutes les options. Évidemment, vous pourriez choisir une peine purement juvénile dans ce cas, et alors, quoi qu'il arrive, il serait libéré au plus tard avant son 21e anniversaire ou le jour de ses 21 ans. Ma question exposée dans l'ordonnance est simplement d'interprétation statutaire. D'accord. Lorsque la loi s'applique, je consulte le correspondant informatique et liberté 7 128 1181 sous-section, où il est écrit, je cite, « Le tribunal peut retarder la peine d'emprisonnement selon cette sous-section pour une période limitée. » Et je suppose que ma question est de savoir si, lorsque le législateur utilise le terme « peine d'emprisonnement », cela implique nécessairement une peine spécifique avec un minimum et un maximum. Ou si cela signifie simplement, de façon générale, que si le tribunal impose un jour une peine d'emprisonnement à l'avenir. J'ai lu votre dépôt où vous citez des décisions non publiées suggérant implicitement que cela convient, et vous seriez d'accord. Aucune loi ne semble traiter spécifiquement cette question.
Pas directement. Nous avons certainement essayé de faire des recherches sur la question. Nous nous appuyons sur d'autres formulations. Parce qu'il est aussi écrit, vous savez, retarder l'imposition de la peine. Il n'est pas écrit de la peine. Et plus loin, il est aussi dit au tribunal, si vous retardez l'imposition de la peine. Je vais obtenir la formulation exacte, Madame la juge. Il est écrit, si vous retardez la peine de cela, une phrase plus loin, il est question de si vous imposez une peine plus tard. Elle ne peut pas être supérieure au maximum de la peine qui aurait pu être imposée à ce moment-là. Je ne sais pas s'ils disent cela, mais pour moi, cela implique que vous avez la possibilité de prononcer une peine allant jusqu'à ce qui aurait pu être imposé au moment initial. Parce que c'est ce que dit le reste de la loi dans un langage clair. Dit ici, bien sûr. Cela est également compliqué par le fait qu'il y a des peines minimales obligatoires et des minimums maximums dans cette affaire. Ce qui est quelque chose que je ne suis pas sûr d'avoir déjà vu auparavant. La peine minimale maximale. Ici, c'est exact. Donc, vous seriez d'accord pour dire que, sous plusieurs aspects, pour une éventuelle peine de prison à venir, le tribunal pourrait bien être limité quant à la nature exacte de cette peine ici. Bien que le rapport présententiel suggérant une probation pour adultes n'ait pas suivi les directives. Il semblait suggérer que même s'il appliquait pratiquement toutes les variables d'infraction possibles, cela ne dépasserait probablement pas le minimum obligatoire de 25 ans. C'est bien ça? C'est exact. Je pense qu'ils se sont simplement conformés à la loi, que je cite également ici, c'est en vertu de la loi. Si vous condamnez quelqu'un qui avait moins de 18 ans au moment où il a commis le crime, dans le cadre d'un meurtre au premier degré, oui, la loi prévoit une peine de 25 à 40 ans dans cette fourchette et pas plus de 60 ans. Je pense que c'est une leçon. Non, enfin oui, je suis désolé. Oui, donc c'est jusqu'à 60 ans. Le texte de loi est rédigé ainsi. Il y a un Parlement statutaire ici, mais aussi selon l'arrêt Miller de la Cour suprême des États-Unis. Quand ils ont dit qu'on ne peut pas automatiquement donner la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle à toute personne de moins de 18 ans, qu'il faut organiser une audience à ce sujet à un moment donné si on décide d'imposer la perpétuité sans libération conditionnelle. Cela complique l'affaire, surtout après la récente décision de la Cour d'appel qui retirerait la décision de vos mains au profit d'un jury. Cela ne me dérange pas de ne plus avoir cette décision en main. J'en suis sûr. Mais Votre bureau a choisi d'attendre après avoir déposé la requête pour voir ce qui va se passer. Cela signifie nécessairement que je devrais convoquer un nouveau jury. Ce sont des suppositions de personnes n'ayant pas assisté au procès, ni connaissant l'affaire. Votre bureau envisage-t-il que, si vous me demandiez un jour de faire cela, nous devrions essentiellement rejuger toute l'affaire? Votre honneur, j'espère en fait que la loi aura changé d'ici à ce que la question se repose, mais franchement, votre honneur, la situation dans laquelle se trouve actuellement l'État du Michigan. Quoi qu'il en soit, ils essaient de savoir si ces affaires auront un effet rétroactif. Si cette décision pourrait trancher pour nous tous... Exactement. Et ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons actuellement des personnes du comté de Kent qui ont été condamnées pour meurtre au premier degré. Ils avaient été moins de 18 ans à l'époque et purgent une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Certains y sont depuis des années, voire des décennies, je suppose, selon ce qu'ils imaginaient que nous devions faire. S'ils disent que nous devons le faire, alors peut-être que nous devrons convoquer un jury pour chacun de ces cas. Je comprends que le processus pourrait ne pas être aussi équitable. Les exigences d'un procès sur la culpabilité. Mais en réalité, il est impossible de réunir 12 personnes et de leur dire « vous ignorez tout à ce sujet ». Voyons quelques facteurs aggravants maladies allergiques aux acariens. C'est bien ça? D'accord, ça me va. Encore une fois, avec tout le respect dû à tous, je répondrai volontiers aux questions de la Cour. Merci. Récital. Comme d'habitude, Monsieur Copalou, débutons par la seconde partie. D'abord, parce que si j'ai bien compris votre mémoire, partagez-vous l'avis du peuple? Lequel? La peine d'emprisonnement différée signifie en fait que le tribunal n'a pas besoin de prononcer une peine de prison précise aujourd'hui, mais qu'il peut attendre jusqu'à ce que quelqu'un demande au tribunal d'imposer une peine de prison. C'est bien cela? Si le tribunal supérieur il le ferait, oui, je pense que c'est vrai. D'après ma lecture du texte de loi, surtout le paragraphe 9, il dit ceci. Permettre au tribunal d'imposer n'importe quelle peine qu'il aurait pu imposer suppose d'emblée qu'il y a une certaine discrétion à ce niveau.
C'est ainsi que je comprends. Sinon, il n'aurait pas dit « aurait pu ». Sinon, ils auraient juste dit « imposer ». La peine a été décidée pendant l'audience. Du moins, c'est comme ça que je le comprends. Et je soupçonne que c'est leur intention. Eh bien, vous parlez du statut de l'allèle dépendant coupable. Non, je parle du sous-article 9 du statut de la condamnation. Plus précisément 712 à 18i, sous-article 9. Tu parles de 1 ? Oui, je suis désolé. Car je parle de M, puisque M l'est. Le statut qui traite spécifiquement d'une peine mixte, un entre en jeu si le tribunal adopte une peine mixte. Je me concentre vraiment sur le texte de M, à propos du report d'une peine d'emprisonnement, et si cela implique nécessairement que j'aurais déjà déterminé une peine de prison et que je l'aurais donc déjà fixée. Si on me le demande plus tard, elle est déjà déterminée. Contrairement à l'argument du ministère public qui semble dire « Pourquoi ne pas attendre, juge ?» Vous profiterez ainsi du temps entre maintenant et le moment où ils pourraient me demander d'imposer la peine. Êtes-vous d'accord avec eux ? Oui, je le suis, et je pense que c'est principalement parce qu'il n'y a rien dans la loi qui utilise le terme « peine mixte ». Elle parle de retarder l'imposition de la peine, et nous avons appelé cela le report de l'imposition. Nous l'avons appelé une peine mixte parce que cela semble mieux. C'est une abréviation pour nous, je suppose. Mais le fait est que je pense que M n'est vraiment pas différent de 1 dans le plan. Dans tous les cas, vous retardez l'imposition d'une peine pour adultes, que vous la considériez comme une peine ou non. Vous êtes prêt à l'imposer. Si vous la retardez, alors vous... Mais j'ai besoin de connaître votre position sur cette question délicate. Pensez-vous qu'aujourd'hui, je devrais calculer et imposer une peine pour adultes, mais ordonner qu'elle soit différée, à moins et jusqu'à ce qu'on me demande effectivement de l'imposer, ou pensez-vous que je ne devrais rien calculer aujourd'hui ? Mais je devrais attendre et voir si, à un moment donné dans le futur, des gens disaient alors « Eh, hypothétiquement, il vient de commettre une violation de probation, nous vous demandons maintenant d'imposer cette peine, monsieur le juge. » À ce moment-là, j'appliquerai, peu importe le calcul des directives ou l'effet sur les peines minimales obligatoires, c'est la question que j'essaye de résoudre. Oui, votre honneur. Je crois être d'accord avec le ministère public sur ce point. D'accord, c'est tout à fait juste. Et maintenant, si vous souhaitez aborder les facteurs ou tout autre sujet... Je souhaite effectivement aborder la demande d'imposer la réclusion à perpétuité sans libération conditionnelle. Je ne partage pas l'avis du ministère public sur le fait d'attendre indéfiniment jusqu'à ses 21 ans pour décider. Je comprends qu'on le retarde, il n'y a pas de loi à ce sujet, c'est tout nouveau. Mais si nous permettons de retarder jusqu'à ce que Arnon ait 21 ans, à quoi sert la contrainte de temps ? Il n'y a rien là-dedans qui les engage vraiment à quoi que ce soit jusqu'à la fin de la possible décision pour mineurs. Je le vois plutôt comme une chance d'obtenir, par exemple, un report de peine adulte jusqu'à 1 an. Je pense que cette décision ne doit ni être prise aujourd'hui, ni trop retardée, ni rester en suspens jusqu'à ses 21 ans. Mon avis reste inchangé. Je ne pense pas qu'il y aurait de limite de temps pour faire cette requête. Eh bien, laissez-moi dire ceci. Je suis dubitatif quant à la position du procureur à ce sujet, qu'il puisse de faire une requête, puis dire « Nous déciderons si et quand le tribunal en parlera ». Surtout si cela arrive dans 9, 8 ou 7 ans. Je partage votre avis. Ce n'est pas juste et je ne suis pas prêt. Pas de dette. D'accord, je m'arrête là. Revenons à l'autre question, les facteurs eux-mêmes. Je ne conteste pas, je l'ai fait dans mon mémoire. Je sais que la gravité de l'infraction est évidente. C'est l'infraction la plus grave que nous ayons dans nos textes. Et pour de bonnes raisons, évidemment, je dirais cela. Le deuxième facteur, en reconnaissant qu'il y avait des éléments qui ont été retenus ici, ce n'est pas une situation où il n'y a jamais eu aucune allégation de une intention malveillante ou une sorte de motif autre que essentiellement essayer de se faire tuer.
Je ne le crois pas. Vous connaissez le terme planification? Oui, il l'a utilisé. Les preuves montraient qu'il a utilisé le mot planification. Il y a un an, lorsqu'il avait déménagé avant New York, rien n'indiquait ici un plan complexe. Et en ce qui concerne la victime vulnérable, s'il cherchait vraiment une victime vulnérable, il aurait probablement choisi un des autres garçons. C'est clairement quelqu'un qui avait atteint sa limite, sans aucun doute. Permettez-moi de vous demander, je vous écoute et comprends ce que vous dites, n'est-ce pas? En grande partie sur cette question, selon le verdict du jury. Ils ont jugé votre plan coupable de meurtre au premier degré, donc ils ont trouvé les éléments du crime sans aucun doute raisonnable. Et cela incluait la préméditation, cela incluait, vous savez, la malveillance, la réflexion préalable, cela incluait ce genre de choses. Suis-je vraiment en mesure de dire, oui, ils l'ont condamné pour ça, mais j'ai la liberté de m'exprimer, même si je n'ai pas vu l'affaire comme eux? Non, tu ne l'es pas, ce n'est pas ce que je suggère. Je veux simplement évoquer les circonstances. Quels pourraient être les facteurs aggravants? Je le suggère, l'un des éléments est le niveau de planification. Je vous suggère qu'il n'y en avait pas. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de planification ici, même si le mot planification a été utilisé. Et c'est certain. Je ne suggère pas que le jury, qu'il n'y ait pas eu de préméditation à ce stade. Le jury a tranché cette question. Quant aux autres circonstances aggravantes, ce n'est pas aussi clairement en faveur d'une peine pour adultes que le soutient le ministère public. En ce qui concerne le troisième facteur, il n'y a absolument aucun antécédent. Point final. Le ministère public suggère un incendie criminel. Des éléments montraient qu'il avait déjà allumé un feu, mais cela suffisait-il pour parler d'incendie criminel? Il faut qu'il y ait beaucoup plus que ça. Elle n'arrête pas de parler de la mutilation d'un animal. Je ne me souviens d'aucune preuve directe à ce sujet, que ce soit au procès ou ailleurs, pour soutenir ne serait-ce que l'idée, encore moins sifiée. Cela a peut-être été mentionné dans l'un des rapports d'experts. C'est juste, Dan? Qu'il est possible que ce soit là. Je pense qu'il se pourrait que ce soit là. Je ne pense pas qu'il y ait suffisamment d'éléments pour s'y fier concernant ce facteur particulier. Et certainement, y avait-il une allégation selon laquelle il aurait volé à l'étalage? Je crois que oui. Il n'y a jamais eu d'aveu, mais le fait est que je ne pense pas qu'il y ait un problème sérieux de casier judiciaire antérieur qui ferait que ce facteur soit défavorable. Je dirais ceci. Je pense qu'il y a un accord général sur le fait qu'il n'a jamais été formellement jugé pour une infraction juvénile avant cet incident. Donc mon impression est que ce dont nous parlons réellement, c'est... Et la version 3 va un peu plus loin parce qu'elle dit « sans s'y limiter ». Vous savez, et puis ça l'élargit, etc. Mais je ne crois pas que ce soit contesté. Qu'il n'avait pas de casier judiciaire. Et en fait, dans le rapport présententiel qui a été préparé, je ne crois pas qu'il ait été mentionné de casier judiciaire. Je pense que c'était 0. N'est-ce pas? Le quatrième facteur, je pense, plaide clairement en faveur d'une décision pour mineur ici. Je veux dire, nous parlons de... D'une personne qui est... Pardonnez-moi votre réponse. Qui a souvent tenté d'obtenir de l'aide avec de multiples références pour un accompagnement psychologique. Il a révélé des choses aux autorités compétentes concernant des abus antérieurs et cela n'a jamais été traité de manière significative. Une partie de ce facteur est réellement la volonté de participer de manière significative au programme disponible. Je vous dirais qu'il a effectivement essayé de le faire. Je ne crois pas qu'il ait jamais été suggéré qu'il n'était pas disposé auparavant. Et franchement, ses progrès pendant sa détention montrent sa volonté de participer à des programmes appropriés. Et même le témoignage et ses progrès. Rien que sur cette année-là, c'est la preuve du potentiel de réhabilitation ici et du succès possible des programmes.
De même, pour le 5e facteur, beaucoup de choses similaires s'appliquent, donc je n'irai pas plus loin. Très bien. 6e facteur, la disponibilité des programmes. Je le proposerai à un enfant de 13 ans ici. La disponibilité des programmes dans le système pour mineurs dépasse largement tout ce qui est disponible dans le système pour adultes pour la réhabilitation, Monsieur Lawhorn. Et honnêtement, à ce stade, considérez-le simplement comme une décision juvénile. La plupart de ces facteurs ne s'y opposent pas, sauf la gravité de l'infraction, que vous devez prendre plus au sérieux, comme indiqué au début. Mais l'ensemble de tous les facteurs appuierait une décision purement juvénile ici. Vu son âge, le prévenu sera impliqué et pourrait rester jusqu'à 9 ans dans le système. Monsieur Scottish, vous n'avez pas participé à la réunion ici, mais je veux certainement vous donner une occasion, si vous le souhaitez. Je vais vous donner la possibilité d'y répondre plus tard, si vous préférez. Je vais m'adresser au tribunal. Merci, votre honneur. Très bien. Eh bien, maintenant, le tribunal examinera ces facteurs comme l'exige la loi. D'abord, la gravité de l'infraction. Le meurtre au premier degré est le crime le plus grave commis dans l'État. S'il s'agissait d'une condamnation d'adulte, la peine devrait obligatoirement être la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. La gravité de l'infraction pèse lourd dans la balance des facteurs. De plus, les facteurs aggravants, selon les directives de la peine, incluraient probablement au moins les éléments suivants. 50 points pour la préméditation, 25 points pour la victime poignardée, 5 points pour l'auteur possédant un couteau. 100 points parce que la victime a été tuée et on pourrait dire des points supplémentaires en raison d'une victime vulnérable. Et en ce qui concerne l'impact que ce meurtre a eu sur les membres survivants de la famille, j'ai entendu les témoignages lors du procès. Il est clair que la famille a été brisée par cela. Je pense sans certitude que nous allons sans doute entendre les victimes sous peu et je leur en donnerai la possibilité. Je ne vais pas présumer, mais afin qu'ils puissent pleinement expliquer ou décrire comment cela les a affectés. La culpabilité du prévenu dans la commission de l'infraction, il semble, pèse également assez lourdement contre le prévenu dans la balance des facteurs. Le jury a conclu qu'il a agi volontairement et avec préméditation. Et les preuves étaient claires que Jamarian avait indiqué à l'évaluateur de Network 180 qu'il prévoyait de mettre à exécution ce genre de plan de meurtre-suicide qu'il avait depuis 1 an. Je n'en doute pas. Cela ne veut pas dire qu'il était obsédé par ça pendant toute l'année, mais je crois vraiment qu'il y pensait clairement. Et vous savez, nous avons eu quelques requêtes après le verdict que j'ai tranché il y a quelques semaines. Nous avons discuté de plusieurs points dans ces requêtes, y compris la question de savoir si le tribunal aurait dû donner une instruction pour homicide involontaire, ce qui, selon moi, n'était pas approprié ici. Et cela en partie parce que j'ai conclu, sur la base de ce témoignage, qu'il est difficile pour le tribunal de conclure que cela n'impliquait pas une certaine préméditation et délibération. Donc je pense que cela joue aussi contre le prévenu. Globalement, je pense que le 3e facteur est de loin celui qui est le plus en faveur du prévenu. Il n'a aucune condamnation antérieure, ni mineur ni adulte. Il a eu un comportement moyen, voire inférieur au centre de détention pour mineurs. J'obtiens tout cela non seulement à partir du dossier du procès, mais aussi des rapports des experts qui ont été admis. Comme précédemment. Dans cette affaire, sa mère a signalé plusieurs choses différentes, bien que certaines d'entre elles n'étaient clairement pas fondées sur des connaissances directes, mais certaines pouvaient l'être. Sa mère a rapporté que Jamarian s'était battu à plusieurs reprises, bien qu'il n'y ait aucune indication, d'après ce que j'ai vu, que ces bagarres étaient particulièrement graves. Il avait été suspendu de l'école à plusieurs reprises. Il avait eu des comportements de vol. Il y avait également quelques éléments, bien que je doive dire qu'ils manquèrent de détails, indiquant qu'il aurait pu mettre le feu à la maison et peut-être maltraiter un animal à un moment donné de son enfance. Mais l'agent de probation a également indiqué, du moins dans le passé, peut-être pas l'actuel, parce que nous venons juste de le faire. Jamarian a aussi fait preuve de maturité et de progrès depuis le meurtre de août 2014 et sa détention. Pour l'instant, une période significative en ce qui concerne l'historique des programmes.
Avant le meurtre, il n'avait pas eu d'accompagnement formel en détention, mais a tiré profit des séances de conseil. Le dernier rapport indique que, depuis sa condamnation pour meurtre au premier degré, il a cessé le suivi psychologique. Je reste optimiste qu'il reprendra le suivi après l'audience et quand son avenir sera plus clair. Il a exprimé des idées et a pris certaines mesures en vue de s'automutiler ou de se suicider pendant sa détention en centre pour mineurs. Les preuves indiquent que certains épisodes ont été authentiques, d'autres moins. Mais un suivi psychologique reste essentiel pour ce jeune homme. La sanction recommandée et les programmes disponibles dans le système pour mineurs est un foyer pour jeunes de la rivière Moustique. Depuis plusieurs années, le foyer pour jeunes de la rivière Moustique propose une session consacrée aux meurtres commis par des mineurs. Moi, en tant que juge exerçant ce métier, j'ai une autre affaire impliquant un mineur condamné pour meurtre, qui se trouve dans cette institution précise et dans cette section particulière, si vous voulez, de l'établissement. Le foyer pour jeunes de la rivière Moustique est un établissement sécurisé sous clé qui protégera la sécurité de la communauté contre toute menace que l'accusé pourrait représenter. Le programme là-bas est intense, il comprend la scolarisation et diverses formes de conseils. Il dispose d'un système à paliers où les jeunes peuvent gagner des privilèges en respectant les règles et les perdre s'ils ne le font pas. En ce sens, je dirais que c'est analogue à une prison pour adultes, même si ce n'est clairement pas exactement la même chose, ne serait-ce que par l'âge des délinquants. Le tribunal estime que le foyer pour jeunes de la rivière Mosquito serait une sanction appropriée et permettrait à Jamarian de mûrir. Pour mieux comprendre les dégâts qu'il a causés par ses actes et lui donner les outils nécessaires pour réparer sa conduite répréhensible. Le tribunal dispose de 3 options de disposition. D'abord, une peine juvénile classique peut inclure une probation, un placement en institution pour mineurs, ou les deux. Deuxièmement, une peine de prison immédiate pour adultes. Placer le prévenu sous la responsabilité du département des services correctionnels du Michigan pour incarcération, ou opter pour une peine mixte, où le tribunal prononcerait une peine de prison pour adultes, mais en reporterait l'exécution. En attendant l'examen du comportement et des progrès du prévenu, dans une institution pour mineurs ou en probation communautaire, une peine de prison pour adultes, qu'elle soit prononcée ou différée par le tribunal à ce stade, est régie par le Code de loi du Michigan, SEPT 112 818, sous-section 1, sous-section M. Comme indiqué lors de la discussion que j'ai eue avec Lisa. Dans ce cas particulier, selon la loi, une peine d'emprisonnement comporte un minimum obligatoire compris entre 25 et 40 ans. Cela signifie qu'il faudrait attendre entre 25 et 40 ans avant que Jamarian puisse même être admissible à une libération conditionnelle. Et un maximum d'au moins 60 ans, c'est obligatoire pour le tribunal, c'est prévu par la loi, c'est la décision de notre législateur, et je suis tenu de la suivre si je devais prononcer une peine pour adultes, que ce soit aujourd'hui ou à un moment donné dans le futur. Le tribunal peut retarder l'imposition d'une peine d'emprisonnement pendant une période allant jusqu'à ce qu'il continue d'avoir compétence sur le mineur. Si je comprends bien les lois, je les fais longtemps, mais on ne les consulte pas toujours. L'âge de compétence est généralement de 17 ans. Selon le Code de loi du Michigan, 71 282 et peut être prolongé jusqu'à 19 ans d'après la sous-section 1. Si la condamnation concerne une infraction spécifiée incluant le meurtre, le tribunal peut étendre sa compétence jusqu'à 21 ans, conformément au Code de loi du Michigan 60 et 11 282A, sous-section 4. Conformément à l'option de peine différée, le tribunal peut rendre une ordonnance de disposition reportant l'imposition de la peine et plaçant le mineur en probation, sous réserve de conditions appropriées, y compris toute mesure disponible en vertu de la loi sur la disposition, et ces options de disposition incluent le placement dans un établissement pour mineurs approprié. Je noterai également qu'en vertu de 712 818, j'ai gagné. Le tribunal peut condamner le mineur à une peine pour adulte à tout moment pendant le délai. Il n'est donc pas nécessaire que le tribunal attende un moment particulier pour le faire. Je pense que la loi dit cela.
Et ce que j'aimerais faire maintenant, c'est donner aux victimes présentes ici l'occasion de s'adresser au tribunal. Je vais les laisser faire cela, cependant, ou qu'elles souhaitent le faire, là où elles se sentent le plus à l'aise. J'entends encore un peu. Aux médias présents ici, j'ai autorisé les photos et les images de Jean-Marie et de son visage parce qu'il a maintenant été condamné pour un crime en tant qu'adulte. Mais si un jeune prend la parole aujourd'hui, je n'autorise aucune photo de son visage. Eh bien... Salut. Perdre Connor a causé une douleur irréversible. Je la porte chaque jour, il me manque toujours. Cette année, j'ai vu mon fils, qui obtenait avant des A plus partout, chuter à des C et D après la perte de Connor. Ses notes sont remontées. Mais j'ai lu plusieurs études sur ce qui arrive aux jeunes enfants exposés à des actes de violence graves. Et tout cela, ajouté à mon propre chagrin, m'empêche de dormir chaque nuit. J'ai l'impression de vivre entre ce monde et un autre où Connor existe encore. Chaque jour, j'imagine ce qu'il ferait, porterait et ses blagues qui me feraient rire. Tu sais, je l'imaginais assis sur cette chaise s'il avait pu survivre à tout ça, mais il n'est pas là. Je parle rarement de ce sujet et j'ai dû sortir, donc je ne sais même pas s'il a été mentionné. Moi aussi, j'ai subi des abus en grandissant. Et après avoir quitté la maison, juste avant mes 19 ans, très peu de gens étaient au courant, même dans ma propre famille. Et quand j'ai découvert que j'étais enceinte de Connor, j'ai commencé à faire des recherches sur la façon de briser le cycle, comment être une meilleure mère. J'ai suivi des cours pour éviter que mes enfants ressentent ce que j'ai vécu. Donc, l'idée qu'ils puissent éventuellement recevoir une peine réduite ou, vous savez, moins de temps à cause de ces circonstances familiales, ça fait mal. À cause de mon propre passé. Et j'ai l'impression que cela ajoute à la stigmatisation des personnes qui ont été victimes d'abus ou qui souffrent de troubles mentaux. Et ce serait nous rendre un mauvais service. Financièrement, cela a créé un gros désordre. Nous avons dépensé plus de 2500 $ en thérapie cette année et Cameron devra continuer jusqu'à l'âge adulte. Parce qu'en grandissant, et à mesure que son cerveau mûrit, il devra constamment retravailler ce qui s'est passé. C'est vraiment partout. Cela a été complètement dévastateur et je voulais juste le dire. Je crois fermement à l'expression qui dit que faire le deuil de la perte d'un enfant est un processus. Il débute à la mort de l'enfant et finit quand le parent le rejoint. Quelqu'un d'autre? Oui, votre honneur? Je serais ravie d'avoir ce document. Et je t'aime. Je me souviens de t'avoir vu à la sortie en voiture. Que voudrais-tu dire, ça? La façon dont cela a affecté ma vie, c'est que c'est difficile de me faire des amis et parfois ça rend les choses et parfois quand je me réveille, je me demande où est mon frère. Connors pourrait s'en souvenir. Ce n'était pas ça ou c'était le contraire du mot. Et parfois, c'est difficile de me faire des amis parce qu'ils pourraient être dramariens. Et à moins que voiture. Comme il le faisait avant, comme il était drôle, c'est le garçon le plus drôle que j'ai jamais connu. J'adore la façon dont il passait du temps avec moi. Damarion a tué mon grand frère. Qu'est-ce que ça dit? Connor était mon tout premier meilleur ami. C'est ça? Oh, il va toujours me manquer. Merci beaucoup.
Dire que la mort de mon fils nous a bouleversés est un euphémisme. Elle a enveloppé sa main hideuse autour de chaque partie de notre vie, de ma vie. Je ne suis aujourd'hui plus que l'ombre de ce que j'étais. Je ne suis plus que l'ombre de l'homme que j'étais. Le 3 août 2014, c'était le dernier jour où ma famille était encore entière. Pour notre 7e anniversaire de mariage, nous sommes allés à la piscine en famille et depuis, je repense chaque jour à ce qui s'est passé le 4 août. Aucun mot ne décrit ce que c'est de tenir mon fils mourant, ni de mesurer le traumatisme de ses frères l'ayant vu mourir. Ce sont les derniers souvenirs vivants de mon fils. Ces scènes reviennent sans cesse dans ma tête, rendant un film d'horreur presque docile en comparaison. Je dis cela non pour susciter la sympathie, mais pour expliquer ce que cela nous a fait. J'aime mon fils et chaque instant, éveillé ou endormi, il me manque et je souffre de ce qui lui est arrivé. Merci beaucoup, mes amis. Il est important pour nous tous d'entendre ces remarques. Je précise qu'un rapport d'enquête a été préparé par le service de probation pour adultes. Il recommande que le prévenu soit placé sous la responsabilité du département des services correctionnels du Michigan, sans se prononcer sur l'imposition ou le report de la peine. Je l'ai trouvé utile pour certaines informations biographiques, mais il n'a pas effectué de calcul des lignes directrices. J'ai demandé à l'agent de probation pourquoi. Il a estimé que les peines minimales imposées par la loi pouvaient en être la cause. Essentiellement sans objet. Parce que d'après ma lecture des notes déposées par les parties, il semblait qu'il y avait un accord selon lequel le tribunal n'avait pas à choisir un minimum ou un maximum spécifique. Je ne pensais pas que cela valait la peine. On pourra toujours le faire plus tard, si besoin. Nous souhaitons maintenant entendre M. Corré, notre agent de probation pour mineurs, qui a déposé un rapport et fait une recommandation. Vous savez, j'ai reçu ce dossier il y a environ un mois. Et comme vous l'avez expliqué dans votre déclaration, ma recommandation sera le foyer pour jeunes de la rivière Mosquito. J'ai contacté le foyer Youth Home de la rivière Muskegon. Je leur ai transmis les informations concernant Jamarion et le 22 octobre, le psychologue ainsi que le directeur du programme ont bien interrogé Jamarion en détention. Ils l'ont accepté pour un placement, si ordonné, au foyer pour jeunes de la rivière Muskegon. Comme vous l'avez souligné, Votre Honneur, l'unité médicale est spécialisée dans le traitement à long terme des jeunes et peut fournir les soins nécessaires pour traiter les problèmes passés de Jamarion, y compris cette infraction tragique. Un gestionnaire, un conseiller et un psychologue l'accompagneront durant son séjour au foyer pour jeunes de la rivière Muskegon. Le psychologue travaillera avec lui de manière intensive chaque semaine et fournira également un rapport psychologique à ce tribunal. Je pense aussi avoir un jeune dans le programme à long terme. C'est un programme très positif. Je pense que cela bénéficiera énormément à Jamarian d'être dans ce programme et il y restera à long terme. En raison de la gravité de cette infraction, il est clair qu'il doit être dans un environnement sécurisé et monsieur, ce sera ma recommandation. Donc, ma recommandation est qu'il continue d'être sous la tutelle du tribunal, qu'il soit placé dans un établissement approprié, le foyer pour jeunes de la rivière Muskegon, et qu'il continue de résider en détention en attendant ce placement. Il participera à des séances de conseil, ira régulièrement à l'école et passera des tests psychologiques pendant son séjour. Dépistage de drogue. Je recommande également une lettre d'excuse, Votre Honneur. Ce n'est pas quelque chose que le tribunal doit attendre immédiatement. Cela fera partie du processus de traitement sur le long terme. Cela pourrait lui prendre des années à formuler. Le conseiller décidera du moment approprié. Oui, Votre Honneur, je recommande une audience de révision dans 6 mois. Je recommande la peine mixte. Pour Jamarian à ce stade, que les parents partagent les frais de service du tribunal, qu'ils paient une évaluation des droits des victimes d'infraction, ainsi que les frais minimaux de l'État.
Votre honneur, nous n'avons rien reçu concernant la restitution. J'ai entendu la mère de la victime et une restitution reste possible. Je recommande donc de laisser cette question ouverte pour l'instant. Merci. Je souhaite donner à l'avocat et à Jamarian une dernière occasion de s'adresser au tribunal. Je vais donc commencer avec vous. Merci, Votre Honneur. Concernant les recommandations, j'évoque brièvement ce que j'espère être la décision provisoire. Et dans ce cas, une peine c'est ce qu'on appelle une peine, Dans ce cas, je suis évidemment d'accord avec les recommandations. Des jeunes du comté de Kent sont actuellement au foyer pour jeunes de la rivière Muskegon. J'assiste souvent à des audiences de révision à ce sujet et c'est un bon programme, donc je pense que c'est un bon placement institutionnel pour le prévenu à ce stade. Votre honneur, je voudrais quand même ajouter quelque chose. Je ne peux pas en dire plus que ce que les parents ont déjà exprimé sur l'agonie qu'ils ont dû ressentir. Cependant, je voudrais à nouveau réitérer que même si je suis d'accord avec ce qui se passe avec la recommandation aujourd'hui, c'est totalement. Je suis d'accord, mais je pense aussi qu'il faut une imposition différée à un adulte, pas juste une mesure pour mineurs. Parce que, franchement, 8 ans, alors que je me tiens ici devant le tribunal, 8 ans serait la peine maximale du tribunal. Le tribunal pourrait retenir un mineur si vous prononciez une peine. 8 ans pour un meurtre au premier degré, ce n'est pas assez. Je vous donne mon avis personnel. C'est un meurtre au premier degré. Connor ne rentrera jamais. Il pourrait sortir à 21 ans. Je doute que cela protège la société. Donc, encore une fois, pour cette raison, nous en avons besoin. Je suppose que je vais dire, le système pour mineurs ne donne peut-être pas la punition appropriée. Même en le gardant 8 ou 9 ans en établissement, cela ne suffirait peut-être pas à le punir ni à le réhabiliter. Tout le monde le mérite. Comme société et en tant que procureur, je dois voir ce qui est le mieux pour tous. Ils doivent comprendre qu'on ne commet pas un meurtre au premier degré pour être libéré 8 ans plus tard. Sauf si vous avez vraiment prouvé au tribunal que votre mère ferait cela, ce qui montre votre réhabilitation totale. Donc, je demande au tribunal, s'il vous plaît, de ne pas vous priver à l'avenir de cette option, parce que 8 ans, tout simplement, pourrait ne pas suffire. Merci. Merci, mademoiselle Silente, votre honneur. Évidemment, le tribunal est au courant de tout ce qui se passe ici au procès. Vous êtes aussi conscient de tous les faits qui se sont produits que, franchement, les avocats à ce stade. Ceci est le résultat, c'est la conséquence potentiellement catastrophique d'une vie entière de maltraitance. La maltraitance est un grave problème dans notre société. Voilà ce qui peut arriver. Vous ajoutez à cela la réaction du jeune qui demande une interaction appropriée, une intervention adéquate et l'inutilité de cette démarche. La responsabilité dans cette affaire incombe en partie aux personnes censées s'occuper de Jamarian, pas à lui. Et je parle de ses parents, je parle des autorités qui ont été contactées. Cela n'enlève pas sa responsabilité. Mais c'est une situation sur laquelle tout le monde est d'accord, et tout le monde devrait être d'accord que la victime ultime ici, c'est Connor, et rien d'autre. Nous nous sentons tous terriblement mal pour ce que cette famille a traversé. Il ne méritait rien de tout cela. Jamarion est aussi une victime. Donc, je suggérerais au tribunal qu'une mesure pour mineurs pourrait être une peine appropriée et qu'au minimum, une peine mixte devrait être prononcée. Ici, Monsieur Scottish New Force, vous assumez la responsabilité ici tout en veillant aux intérêts de Jamarian. J'aimerais vous entendre. Merci. Je suppose. Avant tout, je présente mes plus sincères condoléances à la famille. Avant mes commentaires, votre honneur, j'ai une histoire et une lettre à partager avec le tribunal. L'histoire vient de préoccupation. Le révérend Ardo Draper, qui est pasteur à l'église Calvary, est devenu un conseiller et un mentor pour Jamarion.
Le révérend Draper a un passé criminel qui l'a mené en prison plusieurs années. Il a changé de vie et maintenant il conseille les jeunes. Jamarion a joué un rôle clé en demandant au révérend d'aller au centre de détention pour parler avec les autres garçons et partager son histoire. Il l'a fait et les garçons étaient très curieux et posaient de nombreuses questions. Je pense que le fait d'avoir amené le révérend Draper là-bas montre la maturité de Jamarion et la progression qu'il a connue au centre de détention pour mineurs. La lettre que je souhaite partager avec vous, votre honneur, et avec le tribunal, vient d'une spécialiste de la jeunesse qui travaille avec Jamarion depuis environ 1 an. Il s'appelle Frank Baroness et dit « J'écris au nom de Jamarion Lawhorn ». Jamarion vit ici au centre de détention pour mineurs du comté de Kent depuis plus d'1 an. Je travaille actuellement directement avec lui en tant que spécialiste de la jeunesse. Jamarion est un garçon enthousiaste et amusant. Même lors de mauvaises journées, il reste respectueux et gentil avec son entourage. Il apporte une attitude joyeuse et affectueuse, un sourire, et c'est vraiment un plaisir d'être en sa compagnie. Les chances étaient clairement contre Jamarion dès son plus jeune âge, et je crois sincèrement que le condamner à la prison à vie n'est dans l'intérêt ni de Jamarion, ni de la société. Je vous demande de faire preuve de clémence et de considération envers cet enfant qui a commis un acte de haine et de violence inexcusable. Je sais qu'une partie de l'attitude et du succès de Jamarion au sein du centre de détention pour mineurs est due à la structure, à la sécurité et à l'environnement sûr qui lui ont été offerts. Ici, il est toujours nourri, propre et il a un lit où dormir. Toutes ces choses, il ne les avait jamais eues avant d'être amené dans notre établissement. J'occupe ce poste depuis plus de 10 ans et j'ai constaté le cycle destructeur que suivent les enfants après des situations abusives. Je vois aussi Jamarian qui regrette profondément son crime et a déjà commencé à changer pour s'améliorer. Dans l'ensemble, je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir envisager de donner à cet enfant une seconde chance de mener une vie normale. Il sait qu'il vivra toujours avec le regret d'avoir tué un autre enfant. Mais je crois qu'il peut et qu'il va surmonter la société de pauvreté et de destruction qui l'a mené là. Je ne le vois pas comme une menace. Et je suppose que maintenant, je veux parler de ce que j'ai vécu cette dernière année, année et demie. Depuis que je travaille avec Jamarian, j'ai été nommée tutrice de Jamarian à l'IDOM en août dernier. J'aimerais partager avec le tribunal mes impressions et pourquoi je crois qu'une peine pour mineur est dans son meilleur intérêt. Lorsque j'ai rencontré Jamarian pour la première fois, j'ai vu un enfant avec moi, avec beaucoup de tristesse et de désespoir. J'ai vu ses cicatrices physiques indélébiles et ressenti ses blessures émotionnelles. Ces cicatrices physiques et émotionnelles venaient des années de maltraitance qu'il a subies tout au long de cette affaire. J'ai vu la transformation d'un enfant triste et sans espoir en un enfant qui montre maintenant des émotions et qui a un sentiment d'espoir. Je ne pouvais même pas commencer à imaginer ce qu'il avait dû endurer en seulement 12 ans pour en arriver au point de dire qu'il voulait mourir et il voulait la chaise électrique. Après avoir lu son dossier, j'ai compris que ses appels à l'aide sont restés ignorés par sa famille et l'État. J'ai lu que sa mère avait déjà perdu la garde à cause d'enfants avec fractures et brûlures et que de nombreux signalements à la protection de l'enfance n'ont rien donné. J'ai lu comment les enquêteurs ont trouvé la maison dans laquelle Jamarian vivait dans un état déplorable. J'ai évoqué son absence de soutien psychologique et lu sur cette période. Les larmes coulant sur son visage, il a dit au personnel de l'école qu'il avait peur de rentrer chez lui. J'ai lu que sa mère et son beau-père consommaient de la drogue et le frappaient. Cela laissait des marques, l'événement le plus tragique étant un signalement à la protection de l'enfance en 2013. Au lieu d'ouvrir un dossier et de retirer Jamarian, le gouvernement l'a envoyé à New York où son père et sa grand-mère l'ont encore plus maltraité. Il a été envoyé chez son père en liberté conditionnelle pour agression et menace. Les condamnations résultaient des coups de pied et du piétinement de la petite amie par son père.
Voici quelques raisons qui, selon moi, ont poussé ce garçon de 12 ans à dire qu'il voulait mourir. Jamarian a maintenant un sentiment d'espoir avec des objectifs de devenir écrivain et conférencier motivateur. Ses appels à l'aide sont enfin entendus. Il reçoit enfin le soutien psychologique que tout le monde savait qu'il lui fallait, sauf ses parents. La discipline est appliquée de manière humaine, elle n'est pas infligée avec des rallonges électriques et des coups de ceinture par des personnes sous l'emprise de drogue. Il n'a plus à vivre dans la misère, il a un lit, il est habillé et il a 3 repas par jour, il a tout ça. Il a désormais des influences positives autour de lui chaque jour. Ces cicatrices physiques causées par des années de maltraitance resteront visibles. Je pense que les cicatrices émotionnelles guériront avec soutien psychologique, éducation et stabilité. Je crois aussi en l'intérêt supérieur de Jamari. Sois condamné à une peine pour mineur. Jamarian, je veux te donner l'occasion de t'exprimer aujourd'hui et de dire autant ou aussi peu que tu le souhaites. Je suis désolée pour mes actes. Ce mois-là, j'ai vécu beaucoup d'épreuves. Chaque nuit, j'ai pleuré à cause de la douleur provoquée durant ce processus. J'ai passé des jours sans manger à cause de ce qui s'est passé. Si je pouvais revenir en arrière, je me dirais que je réalise maintenant le cauchemar avec lequel toi et moi devons vivre. Je ne montre aucune émotion parce que si je le faisais, je ne pourrais plus m'arrêter de pleurer. Après le jour où j'ai été condamnée, je ne savais pas comment gérer ça. Tout ce que je faisais, c'était me dire que ce n'était rien de comparable. Tout était fini, impossible de vivre normalement. Les gens pensent que je suis folle, mais ils ne savent pas quoi, ils ne me connaissent pas. Si je pouvais revenir en arrière, je prendrais toute la douleur et le stress, plutôt que de prendre une vie. Et je ne comprends vraiment rien de tout ça. J'essaie, mais je ne comprends vraiment pas, et je n'aime pas ce que j'ai fait, et toi non plus. Et je sais que ce que j'ai fait était mal. Je ne comprends pas pourquoi je l'ai fait. C'était une grave erreur. Je veux juste que tu saches que je suis désolée pour toute la douleur que tu as traversée. Plus tard, j'aiderai les enfants à éviter mon erreur et à devenir de meilleures personnes. Ainsi, ils n'auront pas à subir les abus que j'ai endurés ce jour-là. J'étais très effrayée. Mon beau-père me terrifiait. Je voulais mourir parce que je pensais qu'il n'y avait aucune issue. Je sais maintenant que blesser quelqu'un n'était pas bien. Ce n'était pas la bonne réponse. J'ai parlé à un pasteur et je lui ai demandé de parler aux enfants du centre de détention pour qu'ils puissent les aider comme il m'a aidé. Je suis désolée pour ce que j'ai fait. Je voulais juste que tu le saches. Je voulais juste que tu le saches. J'ai eu l'occasion de, disons, ressentir ton émotion, et j'espère que toi aussi tu as pu le faire. Le tribunal a pris en compte les éléments que j'ai déjà examinés. Comme l'exige la loi, le tribunal tient également compte des autres circonstances de l'affaire. Je suis également le juge chargé de l'affaire de négligence concernant Lawhorn, et j'ai une connaissance approfondie de la famille dont Jamarian est issu. Il a grandi dans un foyer marqué par la négligence et la maltraitance physique. Sa mère a perdu ses droits parentaux sur 2 enfants il y a plusieurs années pour maltraitance physique. Les services de protection de l'enfance sont intervenus auprès de la famille en août-septembre 2005 et en mai-juin 2013. En 2013, mademoiselle Lawhorn et Bernard Harold ont été condamnés pour maltraitance physique envers Jamarian. Il a été violemment battu avec un câble rallonge gardant des cicatrices permanentes aux jambes. Ensuite, il a été envoyé chez son père à New York, où il a été battu par sa grand-mère paternelle alcoolique avant d'être renvoyé à Grand Rapids, et sa mère chez M. Harold. Le tribunal n'a pas été pleinement convaincu par le témoignage de mademoiselle Lawhorn ou de M. Harold, affirmant ne pas avoir puni physiquement Jamarian depuis 2013, alors qu'aucun enfant ne devrait subir négligence ou maltraitance comme lui. Le tribunal comprend et reconnaît qu'une enfance difficile n'est ni une défense légale contre un meurtre,
ni une excuse pour un comportement violent. Jamarian n'avait que 12 ans lors de ce meurtre. Et il serait naïf de conclure que son vécu n'a rien à voir avec son projet de tuer quelqu'un afin d'être arrêté et exécuté. La Cour suprême des États-Unis. Miller contre l'Alabama, la décision la plus récente de la Cour. Une affaire où un enfant de 14 ans de l'Alabama avait tué quelqu'un, une personne qui avait 2 ans de plus que Jamarian au moment où il a commis ce crime. Expliquer en détail pourquoi, en tant que société, nous traitons les meurtriers mineurs différemment des meurtriers adultes. La Cour s'est appuyée sur 3 différences majeures entre les mineurs et les adultes. Les enfants, par manque de maturité et de responsabilité, agissent souvent avec imprudence, impulsivité et prennent des risques inconsidérés. Deuxièmement, les enfants sont plus vulnérables aux influences négatives et aux pressions extérieures, y compris celles de leur famille et de leur père. Ils ont un contrôle limité sur leur propre environnement et n'ont pas la capacité de s'extraire de situations horribles et génératrices de criminalité. Et troisièmement, le caractère d'un enfant n'est pas aussi bien formé que celui d'un adulte. Ses traits sont moins fixés et ses actions sont moins susceptibles d'être la preuve d'une dépravation irrémédiable. La Cour a également noté qu'à mesure que la science progresse, elle continue de montrer des différences fondamentales entre l'esprit des mineurs et celui des adultes. Par exemple, dans les parties du cerveau impliquées dans le contrôle du comportement, il existe une différence entre un enfant de 12 ans et un adulte qui prend une décision horrible comme celle-ci. Cette affaire est une tragédie à tous les niveaux pour chacun d'entre nous qui y avons été impliqués. Un enfant de 12 ans a été assassiné au hasard, laissant une famille endeuillée, privée de voir l'enfant grandir, aimer et choisir sa vie. Et le meurtrier de 12 ans, qui n'a pas choisi d'être élevé dans un foyer abusif et négligent, doit maintenant faire face à la douleur qu'il a infligée, à la perte de sa liberté et à la perte de la possibilité de vivre une enfance et une adolescence normale. C'est la décision du tribunal d'imposer une peine mixte dans cette affaire. C'est-à-dire une mesure qui retarde l'imposition d'une peine de prison. Selon la loi Code de loi du Michigan 7-128-1181-M, le tribunal place Jamarian en probation selon la Code de loi du Michigan 7-112-818, sous-section 1B, avec les conditions requises. Ces conditions incluent le placement à la Muskegon River Youth Home selon la Code de loi du Michigan 7-128-1181, sous-section D. Le tribunal réserve et retarde l'imposition d'une peine de prison, sauf si et jusqu'à ce qu'une demande soit faite pour imposer une peine d'emprisonnement. Selon ma compréhension des positions des parties, les 2 parties conviennent qu'il est approprié d'attendre simplement de déterminer une peine appropriée si et lorsque le tribunal est saisi d'une demande d'imposition d'une telle peine. Je tiens à rappeler à tout le monde, et bien sûr je rappellerai à Jamarian lors des audiences de révision, que les violations de la probation, selon la loi, peuvent entraîner la révocation de la probation et l'imposition de la peine de prison pour adultes. Jamarian doit faire de son mieux au foyer pour jeunes de la rivière Muskegon pour bénéficier des services et respecter les règles. Et de prouver à nous tous, ainsi qu'à lui-même, qu'il est capable de changer sa vie. Je crois en la rédemption. Je ne veux pas abandonner ça pour un garçon de 13 ans maintenant. Jamarian, tu peux faire appel de ta condamnation à la Cour d'appel du Michigan. Un avocat te sera désigné si tu n'as pas les moyens d'en payer un. Nous allons te fournir un formulaire pour demander un avocat commis d'office. Remplis le formulaire et renvoie-le au tribunal sous 42 jours, sinon ta demande sera refusée. Mademoiselle Retzkevich, je vous demanderai de bien vouloir vous assurer que Jamarian remplisse le formulaire maintenant afin que nous ne courions aucun risque qu'il renonce à ses droits après leur entretien avec Jamarian. Après l'audience, le tribunal déchargera M. Boukalu et Mme Raskevich de leur rôle d'avocat de la défense et de tutrice ad litem pour Jamarian. Cela a été une affaire difficile. Le tribunal les remercie chacun pour leur service, dans des circonstances difficiles. Le tribunal nommera simplement un nouvel avocat de notre panel d'attribution pour s'occuper des audiences de révision à l'avenir. Mademoiselle Sedel, souhaitez-vous présenter autre chose au tribunal durant l'audience? Monsieur Boukolou? Rien.
Mademoiselle Rescoche, non, votre honneur, Jamarian. Bonne chance, je vous verrai lors des audiences de révision dans environ 6 mois. Je vous souhaite bonne chance et je vous remercie tous sincèrement. Qu'avez-vous donc demandé? Monsieur Kovic. Oh, je suis désolé. Je vais faire quelques suggestions. Je ne veux pas écrire sur les vagues de la ville.